Madame, Monsieur, bonsoir. En réponse à l'inquiétude suscitée par les dernières catastrophes aériennes, Dominique Perben annonce la publication lundi d'une liste noire des compagnies interdites. Le gouvernement s'engage à renforcer les contrôles et à améliorer l'information des voyageurs. C'était déjà la rentrée aujourd'hui pour le gouvernement de Villepin, premier conseil des ministres marqué par les grands chantiers de l'emploi et de la fiscalité. Nous détaillerons le dispositif de réussite éducative, un plan ambitieux d'aide aux enfants en difficulté décidé au printemps dernier. Des négociateurs chinois et européens sont réunis à Pékin pour tenter de trouver une issue à la crise du textile. Des millions de vêtements sont bloqués dans les ports européens. Les quotas à l'importation sont déjà atteints pour 2005. La totalité du bloc opératoire de l'hôpital Nord de Marseille fermé pour une durée indéterminée. Le personnel refuse de poursuivre le travail en raison de nouveaux malaises. Des prélèvements ont montré la présence d'un produit industriel nocif. Nous reviendrons sur le sauvetage par hélicoptère de 26 élèves et de leurs accompagnateurs qui ont été surpris par la marée montante en baie de Somme. Enfin, nous irons en Mongolie, un petit pays coincé entre la Chine et la Russie. De nombreux chômeurs se transforment en chercheurs d'or, une activité clandestine qui est souvent leur unique revenu. Nous reviendrons dans quelques instants sur la fameuse liste noire des compagnies aériennes annoncée par Dominique Perben. Mais tout d'abord, cette nouvelle manifestation de mauvaise humeur de passagers. Après plusieurs déboires, un groupe de Français refuse d'embarquer à nouveau à bord de l'avion qui devait les mener à Djerba. Ils estiment que la sécurité est plus que douteuse. La compagnie tunisienne a été obligée d'affréter un autre appareil. Emmanuel Lambert, Hervé Pozzo. Neuve qui devait être changée, elle est arrivée ce matin. Pourquoi vous nous auriez fait décoller avec une pièce défectueuse? Moi je veux savoir pourquoi. Scène d'énervement dans le hall d'Orly cet après-midi. Les 235 passagers attendent toujours des nouvelles. Cela fait 17 heures qu'ils auraient dû partir vers Djerba. Je commence à avoir ras-le-bol en fait. Il fait chaud, on n'est pas informé correctement, il y a toujours plusieurs versions. Donc on n'a rien de sûr tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aura dit à tout le monde là, voilà, on prend tel avion à telle heure. Là oui. Hier soir, à 21h37, un Airbus loué par la compagnie Carthago décolle d'Orly avec 1 heure de retard. Après 20 minutes de vol, panne d'électricité et incident moteur, l'avion réatterrit à Orly. Quand on a stationné dans l'avion, il a commencé à dire oui on va repartir, on met du kérosène, on repart. 40 personnes refusent alors de redécoller. Voici la scène enregistrée en direct par une radio, un passager appelé RTL. On va faire le plein de carburant. Les passagers sont en train de passer de l'arrière de l'avion vers l'avant et l'équipage fait bloc devant la porte d'entrée pour empêcher les passagers de descendre. Voilà. Les frais d'hôtel et de repas ont été payés intégralement par la compagnie aérienne. Et il y a quelques minutes, 217 passagers ont embarqué dans un nouvel avion pour Djerba. 18 personnes ont refusé ce nouveau départ et sont allées au siège du tour opérateur Caravelle pour demander des comptes. Selon la loi, seules les personnes ayant acheté un voyage forfait comprenant transport et hébergement pourront être remboursées. Pour ceux qui n'ont payé que le trajet, aucun recours possible, dans la mesure où la compagnie aérienne a proposé un autre avion. Cette inquiétude liée aux dernières catastrophes aériennes explique sans doute pourquoi les autorités françaises s'engagent aujourd'hui à renforcer la sécurité dans les avions. Dominique Perben a annoncé la publication lundi d'une liste noire des compagnies interdites sur le sol français. Les contrôles seront renforcés et l'information des voyageurs sera améliorée. Nicolas Lemarinier, Benoît Févelet. Toujours plus loin, toujours moins cher. Mais à quel prix ? Certaines compagnies aériennes se sont fait leur place en rognant sur les coûts, en négligeant la sécurité. Une petite compagnie, elle va économiser peut-être sur la maintenance, mais aussi, quelquefois, c'est arrivé, par l'achat au marché noir de pièces détachées d'avions. Pour mieux informer les voyageurs, le ministre des Transports rendra public lundi une liste de compagnies interdites sur le sol français. On sait déjà qui figureront Corio Airlines, Air Saint-Thomas, International Air Service et Air Mozambique. Une première étape, certains experts veulent aller encore plus loin. La première liste noire qui sera publiée, elle sera faite avec les moyens et la connaissance que l'on a actuellement. Mais ainsi que je vous le dis, il faut l'élargir au niveau européen et croiser toutes ces données avec les autres données des mondiales. Connaître les compagnies dangereuses, d'accord, mais encore faut-il savoir avec laquelle on part. Pour cela, les tours opérateurs auront de nouvelles obligations. Je prendrai d'ici à la fin de l'année 2005 une mesure réglementaire permettant à chaque utilisateur
d'un programme touristique, de connaître précisément la compagnie aérienne sur laquelle il sera transporté. Est-ce que cela changera les habitudes des voyageurs? Malgré ce qui s'est passé récemment, le principal critère de choix dans 95% des cas reste le prix. Dernière mesure, un renforcement des contrôles techniques sur les avions, plus approfondis, plus nombreux. Toutes ces mesures, Dominique Perben tentera de les faire adopter à l'échelle européenne cet automne. Et la question de la sécurité aérienne se pose également loin de nous, au Pérou. Elle provoque une polémique au sein du gouvernement après l'accident avant-hier du Boeing d'une compagnie nationale qui a causé la mort de 40 personnes. Les 58 survivants ont commencé à témoigner aujourd'hui. Caroline Gauthier. Les premiers survivants sont arrivés à l'aéroport de Lima. Ces retrouvailles marquent la fin d'une terrible angoisse pour leurs proches. Souvent blessés, ces rescapés sont épuisés, mais conscients d'avoir échappé au pire. Il y a eu soudain des mouvements violents. Plus personne ne parlait, tout le monde priait, tout le monde se recueillait. Et puis, l'avion a chuté, il a chuté très brutalement. Il y a eu une grosse explosion et puis il s'est embrasé. Sur les 98 passagers, 58 personnes ont survécu. Elles ont réussi à s'extraire de la carcasse de l'avion, brisée en deux. C'est notamment le cas de cette famille américaine. Un couple, ses 3 filles et leur gendre sont indemnes. Il y avait des flammes à l'avant, devant moi, mais derrière, il n'y avait pas d'incendie. Alors nous avons eu le temps de gagner l'arrière de l'avion et nous avons sauté. Sur le lieu du crash, dans une zone marécageuse de l'Amazonie, les secouristes poursuivent leurs recherches. Les cadavres des 40 victimes sont dispersés dans un rayon de 150 mètres autour de l'avion. L'identification sera donc très difficile. Le Boeing aurait tenté un atterrissage d'urgence à quelques kilomètres seulement de son point d'arrivée. Mais la météo était très mauvaise, explique le porte-parole de la compagnie TANS. Une compagnie publique aujourd'hui très critiquée au Pérou. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort à bord de ces avions. C'est le 6e accident. Depuis l'hommage national organisé hier en Martinique, la chapelle ardente installée au centre du stade de Dillon à Fort-de-France reste le lieu de recueillement de tous les habitants. Toute la journée, les familles se sont succédées devant la stèle où sont inscrits les noms des 160 victimes du crash d'avion au Venezuela. Elles pourront continuer à se recueillir jusqu'à dimanche soir. Premier conseil des ministres aujourd'hui, rentré sous le signe de la discrétion pour le gouvernement de Villepin. On a fait le point sur les grands chantiers comme l'emploi ou la fiscalité, avec en ligne de mire le cap symbolique des 100 jours. Émilie Lançon, Abdel Zouyache. Conseil des ministres pluvieux, conseil silencieux. À croire que les ministres avaient des consignes. Seul à afficher son enthousiasme à la sortie, Jean-François Copé, fonction de porte-parole oblige. L'esprit dans lequel se trouve notre équipe est un esprit à la fois empreint de beaucoup de détermination et de tonus par rapport à la charge lourde qui nous a été confiée. Lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Les dossiers s'accumulent, celui de l'emploi d'abord. Depuis le mois de juin, le taux de chômage a légèrement baissé, mais il reste au-dessus de 10%. Dominique de Villepin doit présenter de nouvelles mesures destinées à lever les freins à l'emploi la semaine prochaine. Les impôts ensuite. Les élus UMP demandent une baisse de l'impôt sur la fortune, une réforme qui s'annonce impopulaire alors que les salaires n'augmentent pas. Quant à l'essence, le prix du baril de pétrole frôle les 70 $. Dominique de Villepin promet de reverser les surplus fiscaux, mais ne dit pas comment. Les autoroutes, elles, devraient rapporter de l'argent, mais leur privatisation fait grincer des dents jusque dans les rangs de la majorité UMP et UDF. Le seul UDF du gouvernement, lui, trouve que tout va bien. Le climat au sein du gouvernement est un climat très unitaire, très solidaire, et tous les points ont été abordés sans aucune difficulté. Dominique de Villepin s'est donné 100 jours pour redonner confiance aux Français. L'échéance tombe le 8 septembre. Il lui reste 14 jours pour relever le défi. Et cette rentrée verra la mise en place du dispositif de réussite éducative, un plan ambitieux décidé au printemps dernier dans le cadre de la loi de cohésion sociale. Il est destiné à aider individuellement les jeunes fragiles ou en difficulté. 200 projets sont déjà définis. En voici 2 exemples, Vanessa Rouet, Samira Amrouche et Julia Delage. Une puéricultrice apportant des solutions concrètes à une mère.
Et si votre enfant n'a pas eu le BCG, nous mettons le BCG. Dans le centre pour tout petit de Courcouronnes, c'est une aide individualisée que peu de familles vivant en zone urbaine sensible pouvaient s'offrir jusqu'à présent. Ici, le dispositif de réussite éducative prévoit d'informer et de prendre en charge les soins médicaux. 340 000 € seront débloqués à la rentrée. Concrètement, ça va être les équipes d'enseignants et les médecins scolaires et assistants sociaux qui vont pouvoir repérer des enfants qui rencontrent quelques difficultés et conseiller aux familles de se mettre en relation avec le coordonnateur de la réussite éducative. Ainsi, chaque élève de 2 à 16 ans sera suivi tout au long de l'année par des pédiatres, éducateurs ou nutritionnistes. À Vaux-en-Velin, dans le Rhône, soutien psychologique et accompagnement scolaire font cruellement défaut. Une subvention de 150 000 € leur sera allouée cette année. Le dispositif promet aussi de créer des internats adaptés pour les plus jeunes, ceux issus de quartiers vraiment difficiles. Pour les lycéens, des partenariats avec les grandes écoles et universités devraient se développer pour faciliter l'accès aux études supérieures. Sur l'ensemble du territoire, l'enveloppe globale s'élève à 1,4 milliard € sur 5 ans. 150 000 élèves en difficulté, malades ou handicapés devraient en bénéficier. À la clé, un objectif ambitieux, l'égalité des chances, quelles que soient les fragilités scolaires, sanitaires ou sociales. Du côté du Parti socialiste, on se prépare à l'université d'été qui s'ouvrira demain à La Rochelle. C'est le premier rendez-vous de la rentrée à 3 mois du congrès du Mans. François Hollande va pouvoir tester sa capacité à résister aux différentes frondes qui se sont manifestées ces derniers jours. Et tout cela sous le regard et le jugement des militants. Alexandre Carra, Frédéric Basile. Chez les socialistes, après les phrases assassines de l'été, voici venir les fiançailles de l'automne. Arnaud Montebourg et Henri Emmanuelli, ce sont les retrouvailles de l'ex-camp du non PS à la Constitution. Et le nouveau Parti socialiste se voit déjà comme l'axe essentiel de l'offensive anti-François Hollande. Il n'est pas la roue de secours de quiconque, il est la roue motrice d'une majorité alternative ancrée à gauche. Mais au-delà des alliances tactiques qui s'affichent, les militants du nouveau Parti socialiste souhaitent surtout un virage à gauche de tout le PS. Le Parti socialiste est un parti qui s'est coupé de sa base, qui s'est coupé de la population, qui s'est coupé des préoccupations des gens. Il y a une ligne effectivement qui semble s'accommoder d'une mondialisation et de ses conséquences. Et il y a une ligne qui dit que la politique peut encore changer les choses. Dans une section parisienne favorable au courant majoritaire, même malaise. Mais autre analyse. Et que aujourd'hui on a plutôt l'impression que les débats d'idées est mis de côté et qu'on est sur un débat d'hommes, de candidats à la présidentielle. Je ne vois pas grand-chose sortir de ce congrès, sauf 2 coalitions qui vont être face à face jusqu'à la désignation du président. Dans la majorité actuelle du PS, pour l'heure, on préfère se faire discret. Pas de commentaires sur les attaques des opposants, mais un soutien tout de même affiché à l'action du premier secrétaire. Avec lui qu'on a gagné les européennes, avec lui qu'on a gagné les départements, et avec lui qu'on permet à la gauche d'amortir la dureté de ce gouvernement de droite aujourd'hui en France grâce aux élus locaux. Donc je crois que ça n'est pas juste ce qu'on dit sur François Hollande. François Hollande, qui à quelques heures du début de l'université d'été de La Rochelle, s'est lui aussi engagé dans l'épreuve de force en annonçant qu'il comptait bien rester à la tête du parti jusqu'en 2007. À Pékin, les négociateurs européens tentent depuis ce matin de trouver une issue au problème des quotas pour l'importation de textiles chinois. En juin dernier, la Chine et l'Europe s'étaient mis d'accord pour limiter ces importations. Mais aujourd'hui, les quotas de l'année 2005 sont déjà atteints. Des cargaisons entières se retrouvent bloquées dans les ports européens. Une situation qui paralyse toute la chaîne des fabricants aux magasins en passant par les intermédiaires. Séverine Lebrun, David Fossard. Au port du Havre, chaque paquebot venu de Chine est désormais sous surveillance. Ici, une quarantaine de conteneurs se trouvent bloqués depuis plusieurs semaines. Des centaines de milliers de pantalons et pulls interdits d'entrée sur le marché français. Cet homme en sait quelque chose. Il gère pour ses clients toute la logistique d'importation de vêtements chinois. Ce genre de pull est bloqué depuis le 17 juillet. Vous en avez beaucoup ? Environ entre 400 et 500 cartons. Des cartons immobilisés mais qui coûtent cher. Chaque jour de stockage fait grimper l'addition. Les frais de stationnement pour les conteneurs sur terminaux sont calculés à la journée. C'est environ 50 $ par jour et par conteneur. Et nous avons ici les opérations de manutention, de dépotage et de stockage qui sont en entrepôt. Et ces 2 parties sont supportées par les importateurs. Des importateurs comme Alain Spillet qui crée ses modèles en France et les fait fabriquer en Chine. Le zip est bien fait, hein ? Oui.
6 mois de travail pour une collection d'automne qui s'annonce bien compromise. 2 millions d'euros sont en jeu. On a créé nos modèles, on a créé nos collections, on a vendu ces produits, donc toute la démarche commerciale a été faite, le gros investissement a été fait, on a les productions réalisées dans nos usines en Chine et toutes ces marchandises sont bloquées parce qu'on ne veut pas les embarquer. Alors au bout de la chaîne, les distributeurs gèrent l'urgence. Pour des rayons bien remplis à la rentrée, ils passent en hâte des commandes à d'autres pays producteurs au risque de payer le prix fort. Ils se débrouillent, on ne peut pas faire autrement malheureusement étant donné l'urgence. Il faut se souvenir que les commandes pour 2005 ont été passées en 2004 et donc ça représente beaucoup de difficultés de pouvoir se retourner sur d'autres sources alternatives. Toute la filière européenne réclame maintenant plus de souplesse sur l'application des quotas. Après les accusations d'entente illicite entre SFR, Bouygues et Orange, le ministre de l'économie a affirmé ce matin qu'il faudrait punir les éventuels coupables. Thierry Breton se défend de tout conflit d'intérêts, assurant qu'il n'était pas encore président de France Télécom quand les 3 opérateurs de téléphonie mobile se seraient mis d'accord pour fixer les tarifs. Ces images qui montrent bien qu'une page de l'histoire s'est tournée après le retrait israélien de la bande de Gaza. La police, vous le voyez, a retiré les drapeaux israéliens qui flottaient au-dessus du poste de police de la colonie de Neve Dekalim. Et puis, à Netzarim, dans une autre colonie, c'est le drapeau palestinien cette fois qui a été hissé, tout un symbole après 38 ans d'occupation israélienne. La dynamique positive créée par l'évacuation des colons pourrait être ternie par la reprise de la violence en Cisjordanie. Paris a d'ailleurs fait part de son inquiétude après la mort de 5 activistes palestiniens. Correspondance Charles Anderlin, Messi-Armand. Hier soir, dans la vieille ville de Jérusalem, un Palestinien a tué un jeune juif orthodoxe à coups de couteau. Quelques heures plus tard, à Toul-Karem en Cisjordanie, une unité spéciale israélienne a abattu 5 Palestiniens, parmi lesquels un membre du djihad islamique et un militant des brigades El-Aqsa, proche du Fatah du président Mahmoud Abbas. Ces organisations ont promis une riposte très dure contre Israël. Ce regain de tension intervient au moment où le gouvernement Sharon a pris la décision d'élargir à l'est de Jérusalem la barrière de sécurité. Conséquence principale, la Cisjordanie sera pratiquement coupée en deux et les dirigeants palestiniens sont furieux. Ce projet est destiné à détruire le processus de paix et empêcher la création d'un État palestinien viable. 100 000 Palestiniens seront enfermés dans un ghetto. De fait, la barrière et la nouvelle colonie construite dans ce secteur compléteront à l'est le bouclage des quartiers palestiniens de Jérusalem. Cela signifie qu'il ne sera plus possible de conclure un accord de paix définitif avec les Palestiniens, car ils ne pourront pas faire de Jérusalem-Est leur capitale. En tout cas, ce projet fait l'affaire des 32 000 habitants de Ma'ale-Adumim, cette ville construite en territoire occupé. Ils seront, grâce à la nouvelle barrière, rattachés à l'État d'Israël. En Grande-Bretagne, les Londoniens, toujours préoccupés par les questions de sécurité après les 2 vagues d'attentats de juillet dernier, viennent de trouver une parade. Ils achètent des sacs à dos transparents qui rassurent et facilitent les contrôles. Sur place, Laurent Boussier, Roy Conley. Un sac à main, un sac à dos, un sac de sport et même un cartable d'école, c'est toute une nouvelle ligne d'articles de voyage qui depuis quelques jours sont en vente en Grande-Bretagne. Particularité, leur transparence, but de leurs créateurs, ne rien cacher pour éviter d'être suspects. Plus de gens l'auront et plus nous pourrons nous sentir en sécurité en prenant les transports publics, surtout étant donné les fouilles qui sont effectuées en ce moment. Réaction après les attentats du mois de juillet où les kamikazes transportaient leurs bombes dans leur sac à dos, les Freedom Bags ou sacs de la liberté ressemblent surtout à un gadget. Jouer la transparence pour éviter les fouilles et la peur dans le métro, pourquoi pas, mais ça risque de poser d'autres problèmes. Je veux pas que tout le monde sache ce que j'ai dans mon sac, même si je ne porte rien de suspect. C'est aussi une atteinte à la vie privée, n'est-ce pas? Tout est exposé. Pour d'autres, ce manque de discrétion ne semble pas être un problème. Ça ne me dérange pas du tout, c'est plutôt une bonne idée, mais ça ne peut marcher que si tout le monde a un sac de ce genre. Alors, entre transparence et discrétion, chacun fera son choix. Mais une chose est sûre, le fabricant, qui en quelque sorte crée la mode de la peur, espère lui en vendre un maximum.
Au Japon, toujours en quête de plus de performance, une société vient de réaliser un recrutement plutôt surprenant. Elle a sélectionné ses candidats à l'embauche en testant leur résistance à gravir le mont Fuji. François-Julien Piednoir. L'ascension sociale au Japon n'est pas une promenade de santé. Le taux de chômage n'est que de 4%, mais il faut être chaque jour le meilleur. En l'occurrence, le meilleur randonneur. Une vingtaine de jeunes pèlerins de l'emploi a rendez-vous au sommet du mont Fuji avec une entreprise de vente de textiles sur Internet. Un marché très compétitif. Il faut donc des bosseurs. À 3776 mètres d'altitude, l'entretien d'embauche s'annonce glacial. Mais Keisuke est arrivé au sommet sans souci. C'est un bon grimpeur, il fera sûrement un bon travailleur. Je suis venu jusqu'ici pour mieux connaître cette société. Et ça m'intéressait de rencontrer ceux qui ont eu cette bonne idée de recrutement. Seulement 4 postes à décrocher. Chaque candidat doit donc prouver qu'il est à la hauteur des ambitions de la société. Nous faisons ces entretiens pour rencontrer des jeunes intéressants et passionnés par tout ce qu'ils veulent réaliser. Au Japon, il faut être au plus haut niveau, toujours plus performant. Mais la moitié du groupe a manqué de détermination et d'oxygène. Pas de sommet, pas de travail. Le Japon qui est en état d'alerte, le puissant typhon Mawar se rapproche ce soir des côtes de l'archipel. Les autorités ont mis en garde contre les risques causés par la mer démontée, les pluies diluviennes et les glissements de terrain. 79 vols ont dû être annulés. L'an passé, 10 typhons avaient dévasté le Japon, faisant 220 morts et disparus. En Europe du centre et de l'Est, ce sont les pluies diluviennes qui ont mobilisé les autorités ces derniers jours. La situation s'est améliorée aujourd'hui, mais en Roumanie, les dégâts sont importants et on compte 31 morts depuis le début des intempéries. En Suisse, les habitants sont toujours en état d'alerte. Ils se préparent à affronter de nouvelles pluies. Zidine Boudaoud. La montagne suisse n'a pas été épargnée par les pluies torrentielles. Ici, la route a été happée par un éboulement. Résultat, depuis 4 jours, la station de sport d'hiver d'Engelberg est à court de vivres. Des hélicoptères de l'armée ont ravitaillé le village. 700 touristes ont été évacués par la seule voie possible, celle des airs. La Suisse est toujours en état d'alerte. De fortes pluies sont à nouveau annoncées. Les villes de Berne et Lucerne sont encore sous les eaux, ce qui n'a pas l'air de troubler beaucoup la vie quotidienne des habitants, comme sur ces images du centre de Lucerne. Dans la capitale, en revanche, 1 millier de personnes ont quitté la vieille ville et leurs maisons fragilisées par les eaux. En Suisse, 6 personnes sont mortes ou ont disparu. En Allemagne, le pire semble être passé. Mais en Bavière, les cours d'eau sont toujours en crue. À Kellheim, dans la vallée du Danube, un maximum de 7,40 mètres était prévu. L'eau encercle ce monument historique, le cloître de Weltenburg. Dans toute la Bavière, les dégâts sont estimés à plus de 100 millions d'euros. La Roumanie a payé le plus lourd tribut aux intempéries. 31 personnes sont mortes, 3 sont portées disparues. Dans le département de Harghita, au centre du pays, les nerfs sont à fleur de peau. La boue a tout dégradé sur son passage. Près de 400 maisons ont été complètement détruites par les eaux. Le retour du beau temps est espéré lundi. En France, échaudé par les coulées de boue de lundi dernier, le village des Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, s'organise maintenant pour nettoyer les cours d'eau qui traversent la commune. Une course contre la montre pour se prémunir contre de nouvelles pluies diluviennes. Virginie Fichet, Philippe Fivet. La rivière comme un chaos. Et pour les hommes, une course contre le temps et les éléments qui a commencé. Tous les blocs que tu trouves, après tu mets les épaules bien dessus, que ça protège la berge en face. Hein, il faudra bien qu'on s'organise pour qu'on puisse... 200 000 mètres cubes de roches et de boue venus des sommets ont transformé un torrent de montagne en véritable coulée dévastatrice qu'il faut maintenant évacuer pour rendre à la vallée son vrai visage. Pour sécuriser le site, il faut bien qu'on compte 2 semaines et après il y aura encore l'extraction de matériaux pour dire d'avoir plus de sécurité. Sécurisé avant tout, car la crainte d'une réplique hante les esprits. Et après cette première déferlante, la vallée est encore plus vulnérable. Ce phénomène de lave torrentielle s'est déjà produit de nombreuses fois au cours des siècles, notamment en 1964. On a de la pluie, des matériaux fins, des matériaux plus grossiers qui descendent parce que les pentes sont extrêmement importantes. On arrive à l'aval sur la neige et ensuite le mélange se forme et la lave se déclenche. Ce type de phénomène, oui, ça peut se reproduire dans des conditions similaires. Les hameaux déjà évacués lundi sont donc toujours menacés. Pour les protéger, les pelleteuses ont utilisé les amas rocheux pour former des digues. Mais un nouveau plan d'évacuation est tout de même prévu en cas de forte pluie.
Comme Françoise et sa famille, voisins de la rivière, les villageois préfèrent se préparer au pire. On ne sait pas si ce sera pour demain, pour dans un mois, pendant 2 ans, donc on ne peut pas partir de chez nous non plus comme ça. Donc on attend, on sait que s'il y a une grosse pluie ou un orage, on partira. Et les digues ici font plus de 2 mètres de large en bas, je ne pense pas que je risque quelque chose. Ce soir, la pluie est revenue. Si elle s'intensifie, près de 400 personnes risquent d'être évacuées. 2 jeunes de 19 ans soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie début août au Pradé dans le Var ont été arrêtés et écroués. De nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs ont permis de les identifier. Emmanuel Lambert. 2 jours de lutte acharnée contre le feu. Le 4 août, les pompiers du Var font face à leur 4e gros incendie de l'été. Ce feu était criminel et apparemment, les 2 incendiaires sont désormais sous les verrous. Un étudiant et un apprenti de 19 ans, dénoncés par des témoins qui ont appelé spontanément la police. Il y a également des gens qui n'ont pas été contactés, qui viennent spontanément, qui nous téléphonent, qui font savoir qu'ils savent un certain nombre de choses, etc. Et c'est satisfaisant, quelque part, ça nous réjouit quelque peu. Sur 4 affaires similaires, 3 ont été résolues grâce aux témoignages citoyens. Mais la malveillance des 2 jeunes gens a coûté cher. 170 hectares partis en fumée, 3200 habitants évacués de leurs maisons, des pompiers et des moyens aériens déployés en nombre. Si le caractère criminel de l'incendie est retenu, les 2 jeunes gens encourent 15 ans de réclusion et 150 000 € d'amende. La totalité du bloc opératoire de l'hôpital Nord de Marseille fermé pour une durée indéterminée. Le personnel refuse de poursuivre le travail en raison de nouveaux malaises. Des prélèvements ont montré la présence d'un produit industriel nocif. Isabelle Stess, Michel Comin. Plus question de mettre un pied dans le bloc opératoire. Décision collective du personnel de l'hôpital Nord après de nouveaux malaises la nuit dernière. Les gens qui sont rentrés dans la salle de réveil, immédiatement ils ont senti qu'ils avaient des maux de tête. Le médecin qui est venu prendre sa garde à 18 h, il a dit non mais moi là que j'ai quelque chose, c'est sûr ça va pas, j'ai des maux de tête alors que j'arrive de l'extérieur, que j'étais en pleine forme il y a 2 minutes. Des capteurs placés dans le bloc opératoire ont révélé ce matin la présence d'un hydrocarbure, le toluène. Le mystère reste entier dans la mesure où on n'a pas décelé de cause avouée, avouable et significative. On a une piste, on a des produits chimiques qui sont présents quelque part dans l'hôpital et qui polluent le bloc opératoire. Des travaux effectués récemment dans le bloc opératoire pourraient être à l'origine de cette pollution. Le toluène est en effet utilisé comme solvant dans la peinture ou la colle. À haute dose, il peut provoquer nausées, vertiges, migraines, autant de symptômes décrits par le personnel. Maintenant, on attend de plus en plus d'informations sur les concentrations qui ont été décelées, savoir si c'est les seuls produits qui ont été décelés, et ensuite, quels moyens a-t-on pour nettoyer, faire disparaître et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. À l'hôpital Nord, c'est désormais un laboratoire spécialisé dans les risques industriels qui mène les recherches. Par mesure de précaution, le CHU de Nantes rappelle plus de 3500 de ses patients susceptibles d'avoir été en contact avec un membre du personnel atteint de la tuberculose. Les patients présents aux urgences entre le 1er mai et le 31 juillet sont invités à se faire dépister. Face au risque de grippe aviaire, les autorités françaises ont décidé aujourd'hui d'appliquer le principe de précaution. Pour l'instant, pas de mesures de confinement, mais la surveillance et le dépistage des animaux sauvages et d'élevage seront renforcés. Une surveillance qui existe déjà dans quelques rares endroits comme la Camargue. Voyez ce reportage d'Agnès Monteux et Joanne Lopez. La Camargue, célèbre pour ses flamants roses, ses chevaux et ses taureaux. On sait moins que c'est aussi un immense refuge d'oiseaux migrateurs. La moitié de ceux qui passent chez nous s'y arrêtent pour l'hiver. Les premiers sont déjà là. D'ici décembre, ils seront des centaines de milliers de canards. Donc là, il y a à peu près 200 sarcelles, un peu de canards souchés. Les vétérinaires savent que ce sont ces canards, s'ils n'en meurent pas avant, qui pourraient transporter le virus de la grippe aviaire. Jusqu'à maintenant, c'était confiné à l'Asie et puis pour l'instant, on a une progression vers l'ouest, donc tout d'abord le Kazakhstan, maintenant c'est arrivé à l'ouest de l'Oural, donc on arrive dans des zones géographiques où on a des oiseaux migrateurs qui peuvent arriver chez nous. Dans cette réserve, on surveille déjà quelques maladies de migrateurs. Ce passereau sera bagué, mesuré, L70, avant d'avoir une prise de sang. Mais pour la première fois, quand ils seront plus nombreux, ce sera au tour des canards d'être suivis de près par rapport à cette grippe virulente.
Nous, on effectue les prélèvements dans le milieu naturel et ensuite on envoie ces prélèvements à l'Institut Pasteur qui, elle, va analyser les types de souches. À côté des animaux sauvages, il y a aussi un poulailler de surveillance en plein air. Une sécurité de plus pour s'assurer que le virus n'est pas arrivé. Des canards sauvages qui vont passer au-dessus, par exemple, de l'enclos peuvent déposer des fientes et par cette voie contaminer les poules et les canards qui sont présents ici. Une contamination des poules serait une catastrophe économique, doublée d'une possible catastrophe sanitaire pour l'homme s'il y a mutation du virus. Voilà pourquoi le gouvernement demande aujourd'hui de renforcer ce type de contrôle, encore très rare, faute de moyens. Hier après-midi, les gendarmes ont dû employer les grands moyens pour secourir des élèves et leurs accompagnateurs surpris par la marée montante en baie de Somme. Un hélicoptère a dû intervenir à 7 reprises pour évacuer le groupe encerclé par les eaux. Benoît Bringer. Du sable à perte de vue. Les enfants, 26 élèves entre 10 et 12 ans, étaient venus profiter du calme de la baie de Somme. Une journée de vacances les pieds dans l'eau. Et puis soudain, la montée rapide des eaux, ils se retrouvent pris au piège. On s'éloigne un petit peu avec les profs et puis au début on s'éloigne et puis après on voit que la mer elle se rapproche. Donc nous on s'avançait, on avait 2 bras de mer qui on pouvait nous coincer à droite et à gauche et après les 2 bras de mer ils se sont refermés derrière nous et donc on était coincés. Encerclés par les eaux, surpris par la marée, les 3 accompagnateurs se retrouvent impuissants. Ils doivent leur salut à cet homme, un habitant du village voisin. Je me suis dit, ils sont en danger certain parce que je voyais que derrière, ça allait se remplir et qu'ils allaient être entourés complètement. Et là, j'ai appelé le poste de secours en leur demandant de déclencher l'hélicoptère. Immédiatement, les secours se mettent en œuvre. Il faut faire vite, la mer monte rapidement. On a mis à l'abri donc au sec tous les enfants, d'abord ceux qui ne savaient pas nager, puis les autres, puis les personnes adultes, et enfin on a récupéré notre sauveteur. Aujourd'hui, les élèves sont rentrés chez eux, indemnes. Mais en baie de Somme, le danger continue de guetter les visiteurs. Chaque été ici, l'hélicoptère secourt une dizaine de personnes. Des caméras vont bientôt être installées aux abords de certains radars. Les autorités espèrent ainsi réduire le nombre d'actes de vandalisme. En un an, plus de la moitié des 1000 radars automatiques a été endommagée. Geste de mauvaise humeur ou malveillance plus organisée, les vandales risquent jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Jean-François Firet et Lise Menant. Évidemment, maintenant, il va beaucoup moins bien marcher. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. La route est quasi déserte. Plusieurs individus se garent près de ce radar. Ils se jettent alors dessus, lui assènent plusieurs coups de massue. Dans l'heure qui suit, ils s'en prennent à une autre cabine, à 20 km au milieu d'une 2x2 voies très fréquentée. Et le lendemain, rebelote, 2 radars sont saccagés de la même manière. A-t-on affaire à une bande organisée? La police reste prudente. Lorsque 4 radars sont détruits dans la même nuit, avec un mode opératoire à peu près identique, évidemment on fait le rapprochement, mais c'est un petit peu tôt pour l'affirmer. Depuis leur installation il y a 1 an et demi, les 8 radars de la Somme sont régulièrement incendiés, défoncés, tagués. Les pouvoirs publics sont excédés, ils promettent de sévir. Des empreintes ont été relevées par la gendarmerie, une enquête est en cours et par ailleurs des surveillances renforcées ont été réalisées et seront réalisées auprès des radars afin d'éviter à l'avenir tout type d'actes de dégradation contre ces appareils. Des mesures prochainement étendues à tout le pays. Entre juin 2004 et juin 2005, 577 radars fixes ont été vandalisés. À coups de marteau dans la Sarthe, à la pelleteuse dans la Creuse. Au total, ces dégradations auront coûté 3,5 millions d'euros. Les radars, eux, ont rapporté 1,2 milliard en 2004. Malgré le coût des dégradations, ils restent donc rentables. Mais la loi, elle, est sévère. Les vandales encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Direction à présent la Mongolie, un petit pays coincé entre la Chine et la Russie. Dans un contexte économique très difficile, les chômeurs vivent souvent de petits boulots comme la recherche clandestine de l'or. Aujourd'hui, la compagnie minière propriétaire du terrain veut les chasser, mais ils résistent coûte que coûte. Reportage sur ces forçats de l'or, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est l'un des multiples campements de chercheurs d'or de Mongolie centrale. Une centaine de familles se retrouvent ici pour filtrer les eaux de la rivière, en quête simplement de poussière d'or. Leur instrument de travail, ces cuvettes en plastique qui accrochent les paillettes quand on retourne la boue des rivières. La recherche d'or est un combat quotidien.
On est arrivé ici il y a un mois et il y avait 500 familles installées là. Mais la police a chassé tout le monde. En fait, les chercheurs d'or vivent sur le filon exploité par une compagnie minière russo-mongole. Quand les gens trouvent de l'or, la compagnie rachète le terrain et les fait expulser. La famille Oksana n'en a cure. Elle cherche de l'or depuis 2 ans ici, hiver comme été. Le père creuse 10 heures par jour pour atteindre le filon. Ils étaient éleveurs, ils ont vu mourir leurs bêtes à cause des grands froids. Ils n'ont plus rien à perdre. On gagne pas beaucoup d'argent ici, mais au moins je peux acheter des vêtements et des bonbons pour les enfants. Il reste même un peu d'argent que je mets de côté. Un jour, j'achèterai peut-être une maison. D'autres familles vont chercher l'or à 15 mètres de profondeur sans étayer les puits au risque de leur vie. Le soir, il faut laver la terre pour en sortir les poussières d'or. Melguin sait faire, il était employé à la mine, il a été licencié. L'or qu'il trouve ici lui permet de gagner 2-3 euros par jour. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches grâce à l'or. Il y en a même qui ont pu acheter une voiture, comme la vôtre. C'est pour ça qu'on continue à chercher. Ça peut rapporter de l'argent, mais c'est un travail dangereux. Melguin ira vendre son or ici, au camp de base de la société minière, qui reconnaît donc l'existence des chercheurs d'or. C'est l'épicier qui se charge de ramasser leur maigre récolte. Il en a acheté 4 grammes ce matin. Je vais revendre cet or dans une banque d'Oulan-Bator, la capitale. Mais il faudra le purifier. L'exploitation de l'or s'épuise et chaque jour le filon diminue un peu plus. On estime aujourd'hui que cette activité fait vivre plus de 30 000 personnes, 4% de la population. Dans une société qui n'offre plus guère de débouchés à ses citoyens, c'est souvent le seul moyen de survie pour une bonne partie des Mongols. En voile, la 36e édition de la Solitaire du Figaro vient d'être remportée par un inconnu du grand public. Il s'appelle Jérémy Beyou et après 9 participations, il s'offre aujourd'hui la consécration en gagnant la 4e et dernière étape à Port-Bourgeonnet en Vendée, à Rontanzi. Jérémy Beyou n'est pas prêt d'oublier sa première victoire d'étape dans la Solitaire du Figaro. Arrivé en tête dans cette ultime manche, Beyou remporte du même coup la course à 29 ans après 9 participations, enfin. Tu remets tout en cause à chaque étape et tu t'accroches et tu te batailles contre des gars qui lâchent pas le morceau non plus. Et puis là, ça sourit parce que tu as tout donné, parce que c'est ton heure. Départ le 7 août dernier de Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor. 4 étapes à parcourir pour des marins naviguant à armes égales sur des bateaux identiques. C'est la Solitaire du Figaro. Avec cette année en tête d'affiche celui que l'on surnomme le professeur Michel Desjoyaux, 2 fois vainqueur de l'épreuve. Problème, sur sa route il a trouvé des élèves bien indisciplinés. Première étape, victoire de Gildas Morvan. La 2e est pour l'Italien Pietro Dali. La 3e, dantesque, reviendra à Laurent Pelcuer. On a pris vraiment plein la gueule, à fond. Dans la dernière étape, Jérémy Beyou a su éviter les cargos. Chapeau. Des vents soufflant à 80 km/h, des creux de 3 à 4 mètres, le Breton a fait front, il remporte le Figaro. Encore chapeau. Football, aujourd'hui à Monaco avait lieu le tirage au sort pour le premier tour de la Ligue des Champions. Lille devra affronter les équipes de Manchester United, Villarreal et Benfica Lisbonne. Et l'Olympique lyonnais, quart de finaliste des 2 dernières éditions, sera face aux équipes du Real Madrid, de l'Olympiakos et de Rosenborg. Les premiers matchs auront lieu les 13 et 14 septembre prochains. Vous connaissez peut-être Vincent Delerme, Jeanne Chéral ou encore Thomas Fersen. Ils font partie de la nouvelle génération de chanteurs français, des artistes qui ont pu débuter grâce à la maison de disques Tôt ou Tard, qui a misé sur eux dès le début. 10 ans d'existence fêtés par des duos d'artistes produits par ce label. Olivier Lenouza, Mathieu Berden. L'ancien chanteur des Innocents en duo avec Agnès Jaoui. La comédienne vient de rejoindre la grande famille Tôt ou Tard, la maison de disques qui a découvert Vincent Delerme. Tôt ou Tard, c'est aussi les Têtes Raides, Lassa, Jeanne Chéral et Thomas Fersen qui reçoit son patron à la maison, Vincent Frerbeau, pour parler de ses chansons en toute intimité. On a toujours un rapport intime.
On n'a jamais un rapport, et même chez Tôt ou Tard, je ne me sens pas dans une maison de disques. Ah non, non. Non, ce que j'allais dire, de toute façon, nos bureaux à nous sont plus petits que l'appartement de Thomas. Ça n'est pas pour autant immense, mais, mais voilà, de toute façon, c'est un petit peu de l'artisanat. Les 17 artistes Tôt ou Tard ont enregistré un album de duo pour fêter les 10 ans d'une maison de disques qui fait exception. Locaux exigus, 9 salariés, mais un chiffre d'affaires qui a doublé en 2 ans. L'équilibre est cependant fragile. Une mauvaise performance sur l'un ou l'autre des projets peut avoir des conséquences dramatiques sur une économie qui se fait vraiment à peu de choses, quoi. Donc c'est assez tendu de ce point de vue-là. Tôt ou Tard roule au super avec un budget de seulement 2 millions d'euros. Une seule clé pour s'en sortir, dénicher de nouveaux talents. Le dernier venu se nomme Da Silva. Voilà, Da Silva, on a plein d'espoir. On pense que c'est quelqu'un qui va devenir un artiste important des prochaines années. Votre avenir en dépend. Notre avenir, il dépend entre autres de lui, oui, bien sûr. Le premier disque de Da Silva sort dans 10 jours. Cet album sera le 8e commercialisé cette année par Tôt ou Tard. Vincent Ferbeau peut sourire. Si l'industrie du disque est mal en point, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, Paris a fêté le 61e anniversaire de sa libération à l'Hôtel de Ville en présence de Michel Alliot-Marie et de Bertrand Delanoë. La cérémonie a accordé une large place à l'évocation du rôle des femmes dans la résistance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, suivi du point route Valérie Maurice. 20h50, Nagui vous invite à une fiesta Brasil. À 0h20, le journal de la nuit vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra en direct de La Rochelle Martine Aubry. Et on se quitte sur ces images du plus grand transport d'éléphants jamais effectué en Afrique de l'Est. Des centaines de rangers kenyans ont commencé aujourd'hui leur travail pharaonique, vous le voyez. Ils doivent déplacer plus de 400 éléphants car la réserve est 3 fois trop peuplée, ce qui crée de nombreux conflits avec les habitants. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver David Pujadas. Excellente soirée sur France 2 et très bon week-end.